Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors ce soir, beaucoup de choses à dire car nous avons la chance d'habiter dans une ville et dans une région où les événements culturels se multiplient. Et donc, nous devons en rendre compte dans toute la mesure du possible. À ce propos, je vous rappelle que cette émission se prolonge sur un site les-poètes.fr sur lequel vous trouverez bien entendu en détail tous les programmes de ces manifestations culturelles autour de la poésie, de la littérature ou de Toulouse. Alors la première manifestation à ne pas rater, c'est pour les Toulousains, c'est bien entendu Arnaud Bernard en fête ce week-end. Donc on vous invite à vous rendre à ces animations dont vous trouverez l'ensemble des détails sur notre site, donc les-poètes.fr. Et puis il y aura d'ailleurs lors de ce week-end un hommage à Nougaro et la Polverado, un grand bal ensuite avec les bombes de bal, chères à notre ami Claude Sicre. Donc Arnaud Bernard, ce week-end, c'est là où les Toulousains doivent se rassembler. Et puis, à côté de chez nous, donc à Lourdes et à Tarbes, l'atelier imaginaire de notre ami Guy Rouquet aura lieu, donc c'est la 30e quinzaine littéraire et artistique, donc 30 ans, de ces animations de l'atelier imaginaire par Guy Rouquet. Aura lieu donc du 8 au 22 octobre 2014. Alors, comme d'habitude, il y a là un programme assez impressionnant. Par exemple, à la médiathèque de Lourdes, il y aura du 2 au 8 octobre Victor Hugo, l'Homme-Océan, 30 panneaux. Donc, des expositions à Lourdes de l'association Valmy, de la Bibliothèque nationale de France. Le Palais à Lourdes également, il y aura une exposition du 7 au 25 octobre sur Paul Verlaine, sous le signe de Saturne, 19 panneaux du musée Arthur Rimbaud et de Horizon Europe. Et l'aventure des écritures qui sera racontée en 20 panneaux de la Bibliothèque nationale de France. Et puis des expositions qui sont présentées avec le concours aimable du réseau Canopée de l'Académie de Toulouse. Et du 16 au 20 octobre, l'Esprit de l'eau, ce sont des photographies de Philippe Lannes, Pérenné, Paroles d'image, qui racontent l'eau libre et sauvage comme au premier matin du monde. Bien entendu, il y aura beaucoup d'animations. Alors ces animations auront lieu à Lourdes, à Tarbes, à l'Escaladieu, à Bonnemaison. Et donc il y aura l'écrivain, par exemple, un écrivain qui est d'ailleurs souvent dans ce programme, Abdelkader Djemaï, qui est l'auteur du Pain, Adour et Fantaisie, paru au Castor Astral en 2006, et d'une vingtaine de romans, de récits, de livres de voyage. Ça, ce sera le samedi 11 et dimanche 12, de 10h à midi, de 14h à 17h à l'hôtel Alba, à Lourdes. Tout le programme de ces rencontres, où il y aura aussi Rachid Boudjedra, il y aura Jean-Charles Vasquez, il y aura, bien entendu, le mercredi 22, Claude Nougaro, Une vie à travers champs, 10 ans après la disparition du petit taureau occitan, Swing, Mélodie, Monique Pic, Jean-Claude Pic, Philippe Pierre Huerta et Jean Clermont lui rendent un hommage personnel avec un accompagnement musical épuré, laissant une place importante au texte et à son phrasé particulier. Donc beaucoup d'événements sur l'atelier imaginaire. J'aurai l'occasion d'y revenir sur toutes ces animations. Je vous invite d'ailleurs, nous les mettrons en ligne très prochainement, donc vous aurez le programme en détail sur notre site les-poètes.fr. Et puis alors, derniers événements, les journées culturelles franco-algériennes de Toulouse,
qui ont lieu du 7 au 14 octobre, dont nous vous parlerons puisque en détail, cette fois-ci, nous ferons une émission la semaine prochaine sur le contenu de ces journées qui nous semblent particulièrement importantes et qui sont organisées en particulier par la mairie de Toulouse. Alors, avant de passer à l'ensemble des publications que nous avons reçues, et je pense que je n'aurai pas le temps cette semaine non plus de dépasser toutes en entier, nous allons recevoir Michel Écart-Elial. Michel Écart-Elial, bonsoir. Oui, bonsoir Christian, bonjour à l'Occitanie. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, Michel, depuis Montpellier. Michel, tu vas nous parler de deux choses ce soir, et nous aurons l'occasion bientôt de faire une émission spéciale quand même, Michel Écart. Ça fait des mois et des mois que je veux absolument faire cette émission, sinon des années. Que je tiens absolument à faire cette émission. Donc sur ton œuvre, on va quand même te présenter. Poète depuis les années 60 où tu étais toulousain à cette époque-là, élève même du lycée Berthelot à Toulouse. Et puis ensuite, après des études universitaires, tu t'es retrouvé enseignant en Israël, à Tel Aviv et à l'université de Beersheva. Et puis en retour ensuite en France, à Montpellier, où tu enseignais dans les lycées donc de cette région. Voilà, résumé donc pour ton curriculum vitae. Mais toute cette période a été jalonnée de publications de recueils, de livres de poésie, mais également un travail exceptionnel de publication d'une revue et d'édition, la revue Le Vent, L-E-V-A-N-T, dont nous avons abondamment parlé à ce micro, et qui sont les cahiers de l'espace méditerranéen, où tous les grands noms de cet espace, de la littérature de cet espace méditerranéen, se sont un jour, bien sûr, retrouvés dans ces publications. Alors, en deux mots, est-ce que tu peux nous dire, ça représente sur toutes ces années, ça représente évidemment une somme de documents publiés assez exceptionnels. Oui, Christian, bon, c'est une œuvre. Enfin, j'ai essayé à partir de Toulouse. Je suis tout à fait resté toulousain, accroché à mes racines toulousaines, sinon occitane, bien que je ne sois pas occitaniste et ne parlant pas occitan. J'ai porté Toulouse et je me suis senti une passerelle entre cette région où j'ai grandi et où nous nous sommes connus et Israël. Donc Montpellier est une station intermédiaire où je continue à arrimer et à faire affluer tous ces matériaux que j'ai pu travailler au cours du temps. Les publications, la revue, notamment Le Vent, qui est quand même crucial dans cet itinéraire, tu le sais, et le travail de traduction. Ce qui légitime un petit peu mon errance, la traduction de l'hébreu vers le français. Alors c'est à ce titre, je crois, que nous allons peut-être aborder notre entretien ce soir. Donc, traduction, donc tu as traduit en particulier, on peut donner quelques noms quand même. Oui. Yehuda Amirai, ça a été un des premiers grands, alors le grand poète, le Louis Aragon, comme on dit, d'Israël, que tu as publié il y a une vingtaine d'années maintenant, que tu as traduit une vingtaine d'années. Très récemment, tu as traduit Roni Sonek, qui a fait paraître un livre donc chez notre ami Bruno Doucet. Et actuellement, donc, tu travailles sur les traductions d'une poète
femme poète d'Israël, Agit Grossman. Voilà, tu cites il y a deux noms importants sur lesquels je travaille effectivement depuis l'an dernier, depuis même il y a 2 ans. Ronnie Sommeil, qui est un vieil ami d'Israël, qui a été présent dans la revue, et dont j'ai accompagné l'œuvre en français chez Bruno Doucet, puisque je crois que vous avez reçu Salah Al-Hamdani à Toulouse. Salah et Ronnie ont publié un livre commun, un livre de dialogue qui s'appelle Bagdad-Jérusalem. Et j'ai accompagné Somek dans la traduction de l'hébreu vers le français. La deuxième femme poète sur laquelle je travaille, dont je vais parler, c'est Hagil Grossman, qui appartient à une génération postérieure. Elle est née dans les années 70, elle est née en 76. Et c'est la génération d'après Somek. Somek est tout de même quelqu'un qui est de notre génération, des années 40-50. Voilà, alors Hagil Grossman, je l'ai rencontré au Festival des Voix Vives de la Méditerranée à Sète, il y a en été 2013. Et j'ai été frappé, comme tout le monde d'ailleurs, par le personnage, par sa poésie qui portait Israël, mais de manière plus jeune, plus dynamique, un peu en dehors de la thématique familière à Israël, c'est-à-dire la guerre, la paix, etc., qui apportait une tonalité nouvelle à cette réalité israélienne. Alors le vent avait son stand à Sète, donc je l'ai accueilli et nous avons travaillé ensemble sur la traduction de sa poésie. Un premier fruit, disons, de ce travail a été recueilli et cueilli, si on peut dire, par les éditions de la Margeride, Robert Lobet, que j'ai rencontré aussi à Sète, qui a publié en juin 2014, c'est-à-dire il y a quelques mois, à l'occasion du marché de la poésie à Paris, a publié un livre dans sa magnifique collection de livres d'artistes. Je veux souligner là une petite parenthèse, le travail magnifique que fait Robert Lobet aux éditions de la Margeride. C'est un artiste, d'abord un artiste du livre, qui accompagne les poètes dans une secrète complicité pour offrir des ouvrages rares à un large public. Des livres vraiment très intimes, mais en même temps très forts, que je recommande à tous les amoureux, tous les amants de la poésie. Robert Lobet, édition de la Margeride. Il est publié donc dans sa collection en juin 14 un livre de Hagit Grossman qui s'appelle 9 poèmes pour Shmuel, accompagné de ses illustrations, parce que le privilège des éditions, c'est que Robert Lobet illustre, enfin c'est un mot très très pâle par rapport au travail magnifique qu'il fait, accompagne tous ces autres poètes. Un livre dont le titre est 9 poèmes pour Shmuel. 9 poèmes pour Shmuel, qui est le livre qui a révélé Hagil Grossman au public israélien. Ce sont 9 poèmes qui sont des élégies à la mémoire de son père. Très beaux poèmes, dont il m'a semblé qu'il pouvait être le premier jalon, enfin, d'une connaissance de cette poète au public français, parce que ils sont imprégnés de musicalité, une musicalité qui est chère à la poésie, à notre poésie. Et je pensais qu'il pouvait être le premier pont, la première passerelle pour entrer dans la connaissance du lectorat français. Je continue à travailler sur cette poésie. Un livre prochain est prévu qui recueillera davantage de textes. Alors nous sommes
dans le travail et je pense qu'il sera publié en 2015. Voilà donc pour les projets sur Raquel Grossman. Je signale qu'elle a été donc invitée au Festival de Sète en 2013, qu'elle a également été invitée au Festival de Transpoésie à Marseille à l'hiver 2013 et que j'espère très prochainement elle sera de passage en France au prochain Printemps des Poètes. Je pense notamment à la Nuit de la Poésie qui aura lieu à Aix-en-Provence en mars 2013. Donc c'est dans vers ce cap-là que nous travaillons pour présenter sa poésie. Alors c'est une poétesse dont j'ai retenu 3 thèmes et dans la lecture je vais vous livrer quelques textes si vous le permettez, si tu le permets Christian. Il y a 3 registres que j'ai retenus. Le registre quand même qui est incontournable de la réalité sociale, de la réalité politique d'Israël qui imprègne ces textes tout de même, dans un registre, je dirais, non pas sérieux, mais enfin ironique avec beaucoup d'humour. Un deuxième registre qui est le registre naturel du poète qui veut quand même expliquer son art poétique, dans un registre que j'appellerais d'ars poetica, et un troisième registre plus intime qui est lié à sa manière enfin de comprendre le monde, qui est fait certes de poésie, certes pour un poète israélien de paix et de guerre, enfin de rumeurs parfois assez redoutables, telles qu'on a pu les entendre il y a pas si longtemps que ça, mais aussi d'amour. C'est un poète de l'amour, de l'amour intime, de l'amour universel. Voilà les 3 registres que j'ai retenus et dont je peux vous livrer quelques textes, Christian. Allons-y. Alors le premier choix que j'ai fait est lié au registre de la réalité politique, des réalités sociales, dont parle la poésie de Raquel Grossman. Un texte qui s'appelle « Chaque été une guerre ». Alors je veux faire juste en note dire que ce texte a été un des textes qu'elle a adressé au poète Nasser Rabat, qui lui aussi avait été invité à Sète et qui était revenu dans son pays. Son pays, c'est un pays minuscule, oui, c'est Gaza. Et il y a eu un échange entre ces 2 poètes, le poète israélien et le poète de Gaza, un échange au moment même où la campagne militaire se déroulait. Chaque été une guerre. Les hommes se tuent, ils se battent pour la terre et se vengent. Chaque été, une guerre. Hiver, automne et printemps aussi. Mais c'est surtout l'été que les hommes se tuent. Lancent des tanks et des missiles les uns sur les autres. Le plus fort ira le plus loin. Le cycle de la douleur brûle et la douleur ne l'arrête pas plus que le feu n'éteint le feu. C'est ainsi que chaque été, il n'y a personne pour éteindre le feu. Premier texte donc sur la guerre, sur la réalité de la région malheureusement. Je veux la paix. Je veux la paix pour maintenant. Je ne puis penser aux enfants, tremblant de peur. Je veux la paix pour hier. Trop longtemps la guerre. Le feu doit s'apaiser, devenir un feu créateur, et taire les alarmes pour que la paix soit de retour. Un autre texte qui s'appelle du nom d'une rue de Tel Aviv, rue Nahalat Binyamin, rue célèbre dans le sud de Tel Aviv. Ce sud même qui était atteint par qui est visé par certains des missiles de la guerre récente entre
Gaza et Israël. Écroulés l'un sur l'autre, nous fermions la marche d'une guerre dans la rue étroite. Il ne pleuvait plus, ni âme ni chien qui vivent. En ces jours, nous ne cherchions pas la mort dans les journaux, mais dans la magie des films sur les artistes disparus. Nous visions au-dessus du marché aux épices et les menuiseries, là où les affaires flambaient. On se tranchait la gorge pour une place de parking. À 6 heures du matin, quand le soleil froid perçait, nous nous retournions contre le mur pour faire l'amour, avec tout le sérieux nécessaire des âmes qui ne se sont pas tues. Voilà comment la réalité sentimentale, la réalité de l'amour peut être entretenue, peut survivre aux douleurs de la guerre. Oui, ça nous rappelle bien sûr le slogan hippie, oui, faites l'amour et pas la guerre. Un autre texte qui aborde la fonction de la poésie vers laquelle Hagit Grossman écrit. Tendrai-je la main pour la paix quand ma force est attirée par le feu? Secrètement, je persuaderai la lune de te donner la force du soleil. Si je tends la main vers la paix, je fais accompagner le poème par Anserber. Dans la vallée de l'abondance, le Ramsin arrache le venin du serpent, s'accueille la tranche et sa ville morsure à coups de hache. Quand je tends la main pour la paix, la raison du poème est celle de la vie. Son territoire est infini, où la poésie surgit, le gardien de l'enfer s'endort. Voilà, assigné à la fonction du poète, oui, de taire les alarmes et le feu de la guerre. Donc je continuerai sur le deuxième registre, donc celui que j'ai désigné par l'Ars Poetica. Si tu le permets, Oui, Christian. oui, ce texte est très puissant, au contraire. Tout ce que tu peux dire nous Il s'appelle intéresse. simplement, alors, dans un registre un peu ironique, qui nous fait penser un petit peu à une poésie que tu connais, Christian, celle de David Avidan, que j'avais traduit, que nous avions présenté ensemble à Toulouse. Ceci dans les années 80, oui, 90. Avidan ayant été le père avec Amiral de cette poésie hébraïque moderne qui fait de réalité, qui est faite de la réalité de la langue d'aujourd'hui, fait de la réalité douloureuse, très souvent, de cette région. Il s'appelle Bicyclette, tout simplement. Voilà comment, à propos de bicyclette, on peut parler de poésie. Quel rapport y a-t-il entre l'émotion artistique ou le silence et le tour de braquet d'un vélo qui monte ou descend la côte? Dans la plaine, nous avons trouvé la poussière, des épis sur l'oreiller. Dans la plaine, nous nous sommes rappelés notre amour. Ce rapport entraîne toujours la bicyclette, sur le chemin des jours, sans trêve ni relâche. La nuit, nous sommes des poissons noirs. Nous abandonnons nos vélos sur la plage pour plonger dans les profondeurs et ne parler que des choses que nous seuls connaîtrons un jour. Comment aller aux choses? Notre poème, toujours pour parler, pour essayer de nommer la poésie, chemin faisant. Comment aller aux choses? Comment aller aux choses sinon de dos, à la lumière du jour? Un chat noir marche sur le rebord du 6e étage, Hamlet en fourrure, le crâne noir. Une femme, la gorge sèche, assujettie à la maison, jette sur son dos un seau d'eau, les pattes mouillées. Le chat n'est pas destiné à la lumière du vendredi. Quelqu'un doit le faire. Café, cigarette, pas le temps. Une femme assujettie à la maison. Comment aller aux choses, sinon de dos? Se cacher pour souffler la gorge sèche. La soif de poésie. Tout poète compte sur sa poésie. Espace autre qu'une cellule. Peut-être faut-il aller aux choses sur le ventre, et de là grimper vers les yeux pour interroger la nature exacte des choses. Alors, pour
quitter un petit peu ce registre à la fois doux et amer et sérieux, enfin, et ironique, hein, sur la nomination des choses de la réalité, et des choses et la nature exacte de la poésie. On arrive au troisième registre que j'ai désigné par registre plus affectif, enfin plus sentimental, celui de l'amour, mais un amour qui pour être personnel, veut être universel. Premier texte, source. Le monde est une source bleue. Au tréfonds de tes yeux, je plongerai, mais ne m'endormirai pas, au noir de ses pupilles. Dans le vaisseau de son âme, dans l'absence de lumière, toute la nuit, la main de mon amant m'a tenu à son côté, hors de ce monde. Sa nudité bleue s'est apaisée dans mon corps, été sans couverture. Dans le vaisseau de son âme, mon corps est happé par sa voix. Toute la nuit, mon amant, tu me manques. Et ce manque est aussi nécessaire qu'effrayant. Alors, bon, la petite note que je ferai ici, on retrouve tout de même dans cette poésie hébraïque très très moderne, on retrouve des allusions bien sûr au Cantique des Cantiques, hein, dans ce poème précisément. Le poète israélien moderne et très imbu de la réalité d'aujourd'hui ne peut pas délaisser bien sûr toute la tradition poétique qu'il a derrière lui et qu'il traverse. Ibris. Tomber dans tes eaux sans savoir que ce sont tes eaux. Puis le monde bleu où je ne cesserai de nager, parce qu'il n'y a pas d'autre fin que de nager en ces eaux. Je ne connais d'autre terre que ces eaux dont je garde l'empreinte turquoise sur mes bras. Le Léviathan nageant dans ma chair, j'étais la chair de ta chair, et nous étions là portant le fruit sur les fèves tumultueux de mon amour. La lumière du Shabbat est allumée, et le feu brûle. Nous adorions le soleil de midi sur ton lit, j'ai été submergé de soleil, et tu m'as dit, tu es submergé de soleil. Puis je fus pleine de toi, je devins grande et lointaine, et le silence cessa, l'océan fut. Bon, là aussi une petite note, connotation ou allusion bien sûr à la Bible, hein, ou à la Genèse, comment par l'amour, voilà, l'être peut naître, peut commencer son chemin. Notre texte, aussi qui entre dans cette lyrique, enfin de l'amour, hein, Jonathan, la mer. La mer a reflué la chambre où tu dors dans le secret des eaux douces. Comme une bouée, ta tête entre mes mains, quand ton corps déjà touche le fond. La brise se faufile entre nous, mon regard sur ton visage est un filet d'eau qui monte et glisse de ton souffle. Les vagues de ton corps gisent et s'éveillent dans le mystère profond de l'eau et l'attraction de la lune. Le vent ouvre des brèches pour faire entrer la lumière du soleil. La lune danse dans la spirale de tes rêves, jusqu'à ce qu'une grande crue inonde la pièce et disperse une nouvelle brisure dans le secret des eaux occultes. Tu grandis, ta tête est posée sur la rive de mes mains. Je ne toucherai pas à ton corps endormi. Je lancerai de petits cailloux au secret de la mer pour que les vagues s'arrondissent et se répandent autour. Ce sont elles qui répondent à l'attente de ton corps pour se fondre dans l'écume et t'offrir la mer, Jonathan. Voilà donc quelques poèmes d'amour. Je peux en lire quelques autres. Christian ? Oui, tout à fait. Ce sont des textes terriblement puissants, là, hein, qui démontrent vraiment que la relève oui, je pense que bien engagée, là. Hein. Oui, ce sont des textes puissants. Alors, si j'ai choisi ce poète, c'est que, bon, il y avait le festival de Sète qui m'a fait connaître ce poète invité. Et j'ai vu dans ce poète, dans ce que tu appelles la relève, effectivement, j'ai vu quelqu'un qui avait une place qui
qui avait une place centrale dans le champ culturel israélien. J'ai vu dans cette poésie aussi le rapport étroit qu'elle pouvait établir avec tous les arts qui étaient présents dans le champ culturel israélien, la musique, le cinéma, dont on parle beaucoup, le cinéma israélien. Bon, elle a fait des études de cinéma, de photographie à l'université hébraïque de Jérusalem. Donc c'est quelque chose qui est très présent chez elle. Elle est très présente également dans les médias israéliens qui font une place très significative à la poésie. Je signale à nouveau enfin que la poésie fait partie vraiment du quotidien de la culture israélienne. Elle est dans les journaux, dans tous les journaux israéliens, il y a dans tous les suppléments publications de poèmes, elle est présente à la radio, elle est présente même dans l'armée. Je pensais à Ronnie Sommet qui fait des conférences et des lectures de poésie parmi des soldats. Enfin, c'est un rapport ce rapport de la poésie, de fonction de la poésie, que l'on trouve souvent dans les cultures émergentes ou dans les cultures qui continuent d'accorder une place vive, une place populaire à la poésie, la culture arabe notamment, dont elle se rapproche. Donc c'est tout ça qui a fait qu'il a désigné qui désignait son originalité. Effectivement, tout cela exprimé d'une manière linguistique et d'une manière poétique très très forte, d'une manière quelques textes, si vous voulez, encore, pour déployer un petit peu l'impact que peut avoir cette poésie. Un texte qui s'appelle Tremblement de ville, qui est en fait le titre du livre, du recueil qui est apparu, son dernier recueil qui est apparu en Israël en 2013, qui s'appelle Tremblement de ville. Alors, Tremblement de ville, on pense surtout bien sûr à Tel Aviv qui est vraiment l'emblème de la poésie moderne israélienne. Il y a Jérusalem qui continue de porter la tradition, et Tel Aviv qui est l'emblème de la modernité. Tremblement de ville. La ville intérieure tremblait. Fallait-il vraiment être désolé, demander pardon, se dire que la vie ne serait plus jamais la même, car la confiance et la paix dans son cœur obscur étaient atteintes? Au centre du salon, des observateurs étrangers sont entrés. Assis sur le canapé rouge, ils ont le regard réaliste des professeurs de mathématiques, le regard froid de haut salaire, tandis que nous sommes enfermés dans les livres de poésie. Nous sommes une citadelle dont les murs sont tombés, parce que j'ai laissé la colère éclater, invectiver ce qui fut. Les observateurs au regard froid ont dit qu'ils venaient par amour, et admis que nous leur avions confié un pouvoir, capable de détruire des villes sacrées. Tu ne me regardais plus dans les yeux, tu étais loin. Tu avais éteint la lumière et tu étais parti. Je suis resté près de toi, dans le noir. J'ai murmuré ton nom et tu n'as pas répondu. Je voulais m'excuser, demander pardon. J'ai touché ton corps froid et toi, tu n'as rien fait. Un autre texte, peut-être encore si tu permets, il s'appelle Phénix juif. Je t'appellerai Phénix juif, sur ma table je te ferai renaître. Une table d'opération dans une salle d'accouchement. Je prendrai un râteau pour balayer les orages de ta tête. Comme un phénix tu voleras trop. Comme un phénix tu es brûlé tous les 1000 ans. Tes yeux sont bien connus de moi. La nuit ne finira pas avant que tu sois brûlé à nouveau. Les ongles comme des boutons sur la porte de l'ascenseur. Tu essaieras de trouver l'issue de secours, mais comme alors, comme jadis, quand tu avais suspendu ton joli cou à la corde, ton sang sera fatigué de saisir la réalité. Vite, il deviendra bleu et perdra sa clarté. À son contact s'éveillera un changement, pareil au feu du sommeil. Voilà le petit choix que j'avais réservé Michel, à Radio Occitanie. Est-ce qu'on peut te demander de nous lire, si tu l'as apporté,
cet ouvrage qui a paru aux éditions de la Marguerite. Là, Oui, alors voilà, ce que poème, je me proposais de faire si j'avais encore du temps. oui, Alors on te c'est un l'accorde magnifique volontiers. ouvrage. Voilà, je recommande vraiment de le voir en librairie ou en bibliothèque. Il est très beau parce qu'il est en bilingue, que l'éditeur a tenu vraiment, qui est Robert Laubé, je rappelle, édition La Marguerite, a tenu à mettre en regard l'hébreu. Alors, un premier texte tiré de ce recueil, un poème pour Shmuel, c'est son titre. Laisse la lumière. Laisse la lumière dénuder l'ombre secrète sur tes bras émaciés, tes yeux bleus glacés par la grande clarté, et moi assise, hébétée dans le noir, le cou plié sous l'ombre voilée. Bientôt tu ne seras plus le même, les pieds glissés dans le vêtement de la terre. Dans un instant, tu ne seras plus celui vers qui le soleil se lève. Te voir sombrer sous le poids de ta langue, le muscle de tes poumons. Tu apprends à mourir, seul à seul, avec la poussière posée sur les os, hors de la pénombre. Tu revêts la lumière et te délestes du monde. On fait ce que, en liminaire, j'avais appelé j'avais signalé ce recueil, qui est le premier recueil de Hagit Grossman, paru en hébreu, qui est dédié à la mémoire de son père, qui est mort alors qu'elle était très jeune. C'est un poème qui me semble, et j'ai essayé dans la mesure du possible, en tant que traducteur, qui est très musical. J'essaie de rendre cette musicalité. Métamorphose. La lumière de Dieu brillait encore dans le temple, sur les yeux de mon père, d'un éclat bleu de fleuve. À l'aube, son âme est devenue autre chose. Le murmure du souffle à la sortie résonne dans un temps éloigné de son corps. Il est devenu parole dans ma langue. Orphelin, il se présentait toujours par son nom de famille Grossman. Il n'était Shmuel qu'en privé, rendant ainsi la liberté à sa âme. Un troisième texte que j'aime particulièrement, la rose de la chair. Quelle ombre claire enfouie à la racine de ton amour. La rose de la chair chante le cantique des douleurs. Trois fruits arrachés leur ventre à cri. Quelle ombre claire se cache dans ton amour. Au commencement, une prunelle obscure chante le mal. Au creux de minuit, le sang de tes veines bleues s'écoule et soupire dans le verre vide. Si je bois encore dans tes mains froides, il tombe des gouttes. Dans le verre, c'est l'obscurité. À l'extérieur, le vide. Ton visage monte à notre visage. Et la poussière de la terre colle encore à tes fissures. Une odeur de vin coagulé s'écoule entre tes dents. Comme un gouffre, ton rire est attiré vers la lumière mauve, tiré contre la prunelle de l'obscurité. Une lumière blanche et pure. Voilà 3 poèmes tirés de ce livre, 9 poèmes pour Shmuel, dont paru aux éditions de la Marguerite chez Robert Laubé, dont je salue encore une fois le travail. Alors Michel, ce livre est le seul livre traduit en français actuellement d'Hagit Grossman. Actuellement c'est le seul livre, mais il y a un projet donc qui a un produit à peu près, j'ai traduit disons un recueil de à peu près d'une centaine de pages, qui doit trouver éditeur. Voilà, c'est le travail après que j'ai achevé le travail complet de la traduction, c'est-à-dire pour l'avoir bien fini. Donc j'espère que cela va se faire en 2015. Bon, c'est toujours très difficile de rencontrer des éditeurs pour la poésie étrangère. Robert Laubé, dont j'ai signalé vraiment le travail, l'amour du travail et l'amour de la poésie et l'art, l'art d'illustrateur, de peintre, est un des rares éditeurs
Alors ce sont des éditions très limitées, des livres d'artistes, tirés à 20 exemplaires, ils sont faits vraiment manuellement, à la main, comme avant, avec une presse à bras, et des illustrations qui sont chaque fois uniques dans ces livres. Ce livre aussi a été fabriqué à 99 exemplaires, de manière assez exceptionnelle, pensant que, étant donné qu'il y avait 2 langues, il fallait aussi en réserver un certain nombre pour le public des lecteurs israéliens. Je pense aussi, bien sûr, je ne peux m'empêcher de souligner le travail de Bruno Doucet. Bruno Doucet qui vise un plus large public et qui réussit tout de même à le toucher, ce public, à le rencontrer. Il fait partie des rares éditeurs qui accueillent de manière généreuse et de manière passionnée la poésie. Et donc, j'espère que cela va se faire en 2015. J'espérais qu'il publiera donc ce livre d'Agit Grossman. Il y a aussi des éditions de la Différence qui ont quand même fait beaucoup pour la traduction de alors de la effectivement, poésie. tu as raison de rappeler qui avait un petit peu disparu quelque temps, Oui, qui renaissent là, oui. Comme le Phénix, sont réapparus, avec beaucoup de bonheur, parce que c'est des livres vraiment qui publient le patrimoine, qui constitue déjà le patrimoine de la poésie mondiale, en bilingue, avec la langue originale, et à un prix très 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 modéré, un prix vraiment livre de poche, que tout le monde peut se procurer. Et j'espère qu'un jour on verra Agit Grossman dans cette... Oui, j'espère que c'est vrai qu'on publiera, de la poésie hébraïque, Agit Grossman, bien sûr. Et d'autres, tu as cité Yehuda Amichai, qui... Tous ces poètes-là méritent d'être découverts. Bien sûr. On est très frileux quand même pour les traductions de la poésie en France. Oui. Et puis tu as parlé de cette... Il y a pas mal de traductions, mais enfin il y a aussi une SNL qui contribue à la promouvoir, cette poésie étrangère. En même temps, il y a la difficulté de l'édition. Tu as parlé de la différence qu'il y avait entre l'intérêt manifesté quand même par le public israélien et le public maintenant un petit peu, comment dirais-je, habitué de la France, et où la poésie a un impact culturel quand même beaucoup plus reconnu. Déjà dans l'Orient, Salah, par exemple, Al-Hamdani, nous en parlait, il disait qu'il avait lui, été initié à la poésie justement en prison, par un de ses co-détenus. Oui, et que donc ça voulait bien dire qu'il y avait là une tradition très forte et une imprégnation culturelle de la poésie très très forte. Oui, nous aussi nous sommes en France dans une culture poétique, mais qui depuis, c'est presque un cliché de le dire, depuis le 19e siècle, a quitté le public populaire, elle va plus vers le public. L'éducation nationale que j'ai pratiquée en est partiellement responsable, et c'est difficile à rattraper. La poésie arabe ou la poésie hébraïque, puisqu'on parle d'elle maintenant, sont dans une tradition qui est restée populaire. La poésie cette tradition faisait que Darwish était lu, était entendu par des milliers de personnes. Cette tradition fait que la poésie israélienne est non seulement enseignée, mais elle est su par les jeunes écoliers, alors qui ont la chance de pratiquer une poésie vivante. Nous, très souvent, nous n'avions que des poètes morts, disons, à apprendre, à lire.
très universitaire et Voilà, et très le côté scolaire, très universitaire. oui. Bon, heureusement, on essaie de rattraper les choses, c'est-à-dire qu'il y a le printemps des poètes, il y a tout de même beaucoup d'efforts qui sont faits pour aller vers le public populaire. Quand je dis populaire, c'est un large public, bien sûr. Hein. Bien sûr. Des jeunes et les moins jeunes, enfin, qui touchent vraiment tout éclat de la société. Bien sûr. Bon, ça reste encore assez mince, quoi, l'acquis. Voilà, le populaire veut dire aussi que les poètes participent à l'engagement de toute une société pour des combats qui ne sont pas que des combats politiques, ce sont des combats sociaux, des combats de chaque jour. De la société et de l'évolution de la société. Oui, elle accompagne l'évolution de la société, absolument. On la trouve sur YouTube, sur Facebook, enfin on la trouve partout. Hein. Dans ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Elle résonne amplement. Et les poètes s'occupent du réel. On le sent dans ce que tu viens de nous lire d'Agit Grossman. Je crois, moi, c'est ce qui me... avec mon regard... En faisant une grosse différence entre le réel et la réalité. Je ne sais plus qui disait la réalité m'ennuie tellement que vite, je m'en vais vers le réel. C'est un poète que j'ai lu cet après-midi, je me souviens plus de... Et j'ai trouvé cette phrase tout à fait vraie et qui alimente également le préjugé des gens, parce que je pense que le poète est celui qui est dans un monde éthéré, dans un monde de rêve, etc. Alors que c'est pas vrai du tout. S'il abandonne la réalité triviale, etc., dans ce qu'elle a dans le milieu, c'est justement pour aller vers une réalité qui est peut-être plus dissimulée, plus cachée, mais qui en est beaucoup plus réelle. Ça demande plus d'efforts, peut-être. Voilà, plus d'efforts. Un effort dont souvent nous... Oui, et la poésie la révèle, justement, cette réalité donc, qui correspond au réel. Absolument, mais il y a tout de même la contrainte de l'écriture. Hein, la contrainte de l'écriture. C'est vrai qu'accéder aux poèmes, franchir l'hermétisme de certains poèmes, c'est... il faut avoir la clé, enfin la clé pour franchir cette barrière. Oui. Ou la sensation, ou le... Oui. Oui. Après, alors que très souvent, c'est peut-être un effet d'exotisme, je ne crois pas que ça ne soit que cela. Mais souvent dans une poésie, je pense à la poésie sud-américaine, hein, que ce soit Roi Rose ou d'autres poètes, hein. On accède, on a l'impression d'accéder directement au réel poétique, c'est-à-dire par l'image. Tu parlais de Salar. Salar, en français, aujourd'hui aussi il écrit en français, ce n'est pas que dans un effet de traduction, si tu veux. Il sent très bien que il y a beaucoup d'images, mais enfin des images qui sont directement accessibles. Elles ne sont pas dans le champ dans la contiguïté de nos préoccupations quotidiennes, mais nous sommes tout de même des êtres qui rêvons, oui. Elles rejoignent très vite nos rêves les plus familiers. Et nous, par ce biais-là, enfin, nous entrons dans un monde qui loin de s'opposer au réel, enfin, l'enrichit, le fertilise. Hein. Voilà, alors que très souvent la pratique d'une poésie hermétique, je pense, on a toute une tradition qu'on appelle malaméenne. Si on ne dispose pas de la méthode pour déchiffrer le texte, enfin les métaphores, on a du mal tout de même à sentir que nous sommes encore dans le réel. C'est un réel de la langue, mais qui reste assez abstrait. Alors justement, ce dont on parle là, dans la dernière publication de la revue d'Irez, Poésie et littérature, numéro 63, qui est une revue d'une richesse étourdissante, 320 pages, vraiment faite au cordeau. Daniel Martinez, qui signe l'éditorial, dit ceci: ouvrir, il se plaint bien entendu de ce que peut-être
le livre est destiné à disparaître au fur et à mesure que les technologies vont prendre le pas. Et alors il dit ouvrir l'espace du poème au magnétisme propre de la page, sachant que la poésie n'est pas plus une fuite que fissure aux quatre murs du réel, elle s'en inspire au contraire, dans le meilleur sens du terme, pour toucher au vrai, s'il se peut, à une vérité singulière. Voilà, je crois que c'est une bonne synthèse de ce dont nous parlions tout à l'heure. Oui, si tu m'en donnes le temps, je peux lire maintenant, il n'y a pas de problème. Ce qui me semble tout à fait pertinent par rapport à ce que nous venons de débattre, de toucher. Le poème est un monde ballotté, si facile à écrire, si difficile à taire. Il est une pierre en plein désert de regrets. Sur le dos de la pierre rampe un serpent, les yeux bouillants, la peau est prête à se détacher du dos. Dans le corps transparent bat une musique. Le poème est un temps d'oubli tiré du corps, la ficelle du ballon, un bassin d'eau salée. C'est un temps qui n'achètera pas ta âme pour de l'argent. Il veut acheter ta âme pour elle-même. Un poème peut irriter beaucoup de monde quand on essaie de le définir. Le poète est un homme inséparable de son art. Un employé de banque se sépare le soir de son travail. Le poète, lui, ne se sépare jamais de la poésie. Très beau texte, donc c'est de Haggit, je suppose. Oui, qui fait aussi la synthèse assez bien de son art poétique. Michel, je te propose de conclure cette émission justement sur une lecture donc ininterrompue jusqu'à ce que les 21 heures apparaissent des textes de Haggit Grossman. Nous allons l'écouter. Nous t'écoutons, Michel. Oui, dans ce voyage, j'ai cru de tout mon cœur que j'étais Jésus, réincarné ici dans la personne de ta fille. J'y croyais et j'ai laissé croître l'hiver en moi. Avec 101 bougies, je suis juive, je respecte le Shabbat, mais la douleur dans la poitrine me rappelle le voyage. À Rochester, Minnesota, où s'est échoué mon bateau, avant qu'on en retrouve les débris, tous les grands médecins rencontrés, dont les mains furent vaines pour prolonger ta vie. La peine vient de tes actes, dont je n'ai rien appris. Ce sera bientôt mon tour d'être allongé sur un lit, et je ne partirai plus à Rochester, Minnesota. Pourquoi n'ai-je rien appris? Je m'interroge, j'allume une cigarette. Les jours furent courts, pareils aux miens. Sur la photo de ma chambre, tu restes allongé sur la neige, et la fumée continue à s'évaporer de ta main. Toujours des poèmes pour son père. Mon père, tu as un secret, je te cacherai aux yeux des autres. Pour rien au monde, je ne sortirai de cette eau, car je suis comme toi. Je ne me sépare pas du mouvement des ombres. Au bord de la tombe bleue, ton secret s'est séparé du sable. Il se répand et sans flotter tout ce que nous ne pourrons fuir. L'eau inonde la prunelle de ton absence. Tu es comme moi, disais-tu. Où suis-je? Je me suis regardé, ce n'est pas moi. Et nous nous rencontrons, je tresserai la poésie de tes cheveux. Je te ramènerai vers moi, tu ne pourras pas t'enfuir. Les yeux délavés par le sable profond. Les mouvements des ombres de la mer, de ta tombe bleue. Ton regard perd, dans la lumière ultime, m'élève. Oh, tu es comme moi, où suis-je? Je me suis regardé, non, ce n'est pas moi. Si nous nous rencontrons, je tresserai la poésie de tes cheveux. Sur ta poésie sombre, j'étendrai une syllabe claire. Et je t'amènerai vers moi. Tu ne pourras pas t'enfuir, les yeux délavés par le sable profond. Toujours dans ces poèmes sur la mémoire. Septembre, nous sommes en septembre. Et nous sommes aujourd'hui le jour de la nouvelle année hébraïque. Oui, ce poème est vraiment tout à fait thématique, disons, dans la célébration.
Ni moi, ni même mon cœur ne reposons avec mes pères. Dans mes veines se dépose le silence oublié. Moi de Ticheré, où la toux de mon père s'épuise. Elle jaillit d'une gorge orpheline, de la respiration du chant. Derrière les volets, seuls des amours humides, du poumon à la bouche vogue son cœur, mère absente. Je ne suis pas avec mes pères. Seul mon cœur au fond des veines, où se dépose l'oubli épuisé par mon père. Il jaillit de sa gorge orpheline, sans la respiration de septembre. Merci Michel, donc Agit Oui, Grossman. Tu te remercies, Christian. Et nous prenons rendez-vous, Michel, pour le 9 octobre. Avec plaisir pour... L'émission sur Michel Écart et voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ces grands moments d'émotion. Parler de poésie et continuer ce dialogue avec les auditeurs de Radio Occitanie. Dialogue ininterrompu. Ininterrompu. Bonne soirée. Merci Michel, bonne soirée à toi, à très bientôt. À très bientôt. Alors avant de clore cette émission, je voudrais simplement vous signaler, alors il y avait beaucoup de parutions que je réserverai donc, que je reporte encore à la semaine suivante, mais je voudrais vous signaler tout de même d'abord de Michel Cauzem qui vient de faire paraître son dernier roman, L'Aigle de la Frontière, aux éditions de Boré, 280 pages pour 20 €. Jean-Christophe mène une vie insouciante dans une station à la mode dans les Pyrénées. Il va de rencontre en rencontre, il fait de la petite contrebande à travers la frontière, mais il n'est amoureux que de sa montagne, de sa liberté. L'époque de la désinvolture se termine pourtant lorsqu'il tire sur un douanier, sur le point de l'arrêter, et surtout lorsque le pays plonge dans la guerre. D'abord les réfugiés espagnols, les délations, puis l'arrivée des Allemands. Fini les fêtes, les touristes, les promenades au bord des lacs, les chars de fleurs. Sous l'impulsion de Gilbert, l'instituteur, il prend conscience de la gravité des événements et du rôle qu'il doit désormais tenir. Donc un roman à lire, L'Aigle de la Frontière de Michel Cauzem aux éditions de Boré, dont nous parlerons, je pense, quand même avec lui. Et puis, alors, toujours Michel Cauzem, dans son infatigable activité d'éditeur, qui nous livre des derniers numéros de sa revue Encre Vive, avec, et je ne peux qu'énumérer donc les titres de ces numéros, Jean-Louis Bernard, dans l'inédit du gouffre. Alors ça, c'est dans la série Arrêt sur image que Michel Cauzem a créée. C'est le temps d'une pause, c'est le temps d'un regard sur une œuvre qui est en train de se faire. Donc là, c'est l'œuvre de Jean-Louis Bernard, avec des commentaires de Jacqueline Saint-Jean, Gaël Josse, Saïdine Haddad, Jean-Paul Giraud, Michel Passelergue, Monique Labidoire, etc., Claude Serrault, Paul Farellier, etc. Tout cela vont dire ce qu'ils ont retenu de cette œuvre en train de se faire de Jean-Louis Bernard. Ensuite, je suis obligé d'aller vite, mais je reviendrai bien entendu sur cela, de Werner Lambercy, qui est un des familiers des publications comme Jean-Louis Bernard, des publications d'Encre Vive. Le 403e numéro est constitué par un recueil, alors un recueil d'une grande force. Je l'ai lu cet après-midi et j'ai même eu vraiment envie de pouvoir le lire in extenso et de faire une émission consacrée uniquement à Werner Lambercy, tellement je trouve qu'il y a de force. Chez ce poète Lambert Werner, qui est d'origine belge, il est né à Anvers en 1941, il vit, travaille à Paris en 1980, et il a fait une carrière commerciale, des voyages, il a beaucoup voyagé en Amérique, en Asie, en Afrique, en Europe de l'Est, etc., entre 1960 et 1982, où il intègre le centre de Wallonie-Bruxelles. C'est un poète important dans le domaine francophone, tout en variant dans le ton et la forme. Donc il publie là son dernier recueil, Contumace,
Texte très fort aussi, qui, là on peut rejoindre ce que disait Michel Écaréllia, c'est-à-dire que le poète est toujours, qu'il le veuille ou non, un poète engagé. Et il y a aussi sur une poésie très forte, mais une poésie qui est dans ce que Michel Écaréllia l'appelait tout à l'heure, le registre de la continuité sociale, donc de lui, de la planète. Et puis Éric Barbier pour lequel nous avons eu le plaisir de faire une émission avec lui, et qui là publie un recueil qui s'appelle L'illusion essentielle, et qui constitue le 434e numéro d'Encre vive. Éric Barbier, lui, il est né en 1964 à Tarbes, et des textes ont paru de lui dans les revues Rivaginaire, Multiples, Diérèse, Comme ça et autrement, Gros textes, Nouveau délit, etc., etc. Alors il a publié 6 recueils chez Elis, Encre vive, et chez Raphaël de Surtis. Nous parlerons bien sûr de ce recueil également, et puis toujours d'Éric Barbier. Il publie Encre vive dans cette collection que j'aime beaucoup, cette collection Lieux. Il publie alors sur les Pyrénées, il est des Tarbes, c'est un montagnard, il y a de très beaux textes sur ses promenades, sur ses expéditions en montagne dans les Pyrénées. Et il publie là Soleil noisier de Fougères, donc sur les Pyrénées. Et puis les Pyrénées, toujours, avant cela, il avait publié Ébauche du vertige, toujours dans la collection Lieux. Alors vous pouvez vous procurer ces ouvrages, chacun coûte 6,10 € en écrivant à Michel Cozem, 2 allée des Allobroges, 31 770 Colomiers. Et vous pouvez vous abonner à la revue Encre vive, toujours à la même adresse. L'abonnement vaut 34 € pour 18 volumes, que je vous invite bien sûr à faire. Et puis la revue Diérèse, donc un numéro époustouflant comme tous les autres, qui consacre d'abord, il y a un domaine allemand dans cette publication. J'avais l'intention de vous en parler, mais je remets tout ça la semaine prochaine parce qu'il y a vraiment trop de choses là-dedans, trop riches pour l'évoquer en si peu de temps. Donc Diérèse, poésie et littérature, toujours pareil, Daniel Martinez, qui signe d'ailleurs un très bel éditorial, et puis il y a de très beaux textes de lui également dans ce numéro, comme des textes aussi d'Isabelle Lévesque, avec de très belles notes de lecture aussi. Abonnement annuel à la revue Diérèse, 40 €, adressé à Daniel Martinez, 8 avenue Hoche, 77 330 Ozoir-la-Ferrière. Et je m'arrête, car nous avons largement dépassé le temps qui nous est imparti. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie, et nous vous disons à la semaine prochaine. Adiciast.